Les flashbacks de l'entraînement de Boruto, oui, c'est ce qu'il me fallait! Tout en laissant en plus de la place aux personnages secondaires, c'est un bon chapitre. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix, l'endroit où il y a les reviews désormais de manga et les grosses vidéos sur la chaîne principale, avec un chapitre qui prendra en page cover notre très chère Eida. J'arrive pas à m'enlever de la tête que selon la légende, elle est référencée par rapport à son physique, donc à Lisa du groupe Blackpink, mais ça n'a absolument rien à voir et justement ce chapitre, il est très bon à ce niveau-là, par rapport aux choses qui n'ont rien à voir peut-être directement avec l'intrigue principale, mais qui nous fait vivre un petit peu plus les personnages. On va y venir, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite par la grosse partie de ce chapitre qui a fait plaisir à chaque fan de Naruto, et je dis bien Naruto en entier, donc le flashback d'entraînement de Boruto et Kashin Koji dans le passé. Bon, la tête de Boruto me fait toujours autant rire avec sa vieille coupe de cheveux, mais bon, ses cheveux, le coiffeur n'était pas encore passé par là, pas encore le grand style qu'il a eu, mais ça fait toujours plaisir de voir Kashin Koji, et encore plus là dans un véritable entraînement avec Boruto, parce que, au final, ça nous fait bien sûr penser à la relation Naruto-Jiraiya. Vraiment, je sens la nostalgie et ça me fait plaisir parce que lors du chapitre précédent, j'ai dit que ce qui me dérangeait un petit peu dans Boruto, c'est qu'il n'y avait pas les phases d'entraînement qui faisaient quand même la renommée de Naruto. Des entraînements qui sont devenus iconiques au Mont Myoboku, donc avec les grenouilles ou même juste avec Kakashi. C'était incroyable, et là on a un petit peu d'entraînement et en plus de l'explication en même temps, étant donné que Kashin Koji avait bien dit qu'il voyait le futur et on avait découvert comment tout ça s'était passé, donc qu'il avait vu les techniques que Boruto inventerait par la suite, mais là on rentre dans le concret, étant donné qu'il parle du ninjutsu spatio-temporel, il nous dit que bien évidemment avec le Kama normalement c'est possible, les Ototsuki le font, mais là c'est bien une version de Shinobi qu'utilise notre très cher Boruto. Il le fait avec des outils ninja, des objets ninja, des choses assez simples hein, qu'il a nommé donc comme son grand-père le Hiraishin, mais en soi, c'est pas réellement la même technique et c'est ça qui est juste génial. C'est un hommage à son grand-père, ce nom, mais en fait, la technique fonctionne différemment. Normalement, il était censé arriver à créer cette technique 6 ans plus tard, mais Kashin Koji, ayant vu le futur, lui explique le fonctionnement. Donc, c'est très simple en fait. Il va suivre le chakra qu'il a attribué à des objets et pas des marques comme son grand-père ou même comme le second Hokage. Ça se fait totalement différemment à ce niveau-là. Il détecte son propre chakra, donc il crée sa propre variante. Et c'est pour ça qu'on dit lors de ce chapitre que c'est un véritable génie. Et quelle pression il ne ressent pas alors qu'on lui dit que en fait dans le futur t'es un génie. Mais là aussi t'es un génie, mais c'est chaud quand même. C'est bizarre d'avoir la pression par rapport à soi-même. Bon, on va avoir le droit à une grosse explication comme quoi c'est plus simple aussi. Il se concentre sur des outils ninja, des kunai, des épées et compagnie, mais encore plus si l'endroit est visible, sauf que ça devient compliqué lorsque deux objets différents ont la même signature de chakra. Donc s'il a deux kunai, là c'est compliqué de choisir un endroit où se téléporter vu qu'il a mis du chakra sur les deux pour bien les repérer, et donc il va devoir travailler. Il a pensé à un truc dans le futur, c'est des formes différentes spécifiques pour rendre la téléportation plus simple en pensant directement à la forme et en reconnaissant ce chakra, trouver l'endroit et donc il peut s'y téléporter, même si encore une fois, si c'est loin, ça peut être assez compliqué. Et ça explique pourquoi ce jeune hippie de Boruto s'était retrouvé avec un collier avec plein d'objets différents dans son design. Au moins, c'est pas un design gratuit, c'est vraiment quelque chose qui aura une utilité. Et je le vois venir, je pense que tout le monde le voit venir un petit peu, le coup de, il va passer des petites formes, une forme de soleil à Sarada ou je sais pas quoi, une à Himawari. En fait, à Himawari, peut-être que ça irait mieux le soleil. Enfin bref, voilà, pour qu'il puisse se téléporter en cas de besoin. Un petit peu comme si les gens ils invoquaient, au lieu d'invoquer une grenouille, bah là, t'invoques Boruto pour venir te sauver. Pourquoi pas? Oui, ça, ce serait du grand Boruto. Et ce serait juste incroyable de voir qu'il protège plein de personnes en même temps. Dès qu'on l'appelle, il arrive. Bien sûr, ça fait des goodies à vendre pour les Japonais, parce que oui, on est surtout là pour ça. Certains pensaient que Boruto était devenu le Itachi de sa génération, mais en réalité, c'est plus le Gamabunta de sa génération.
petite idée juste comme ça, mais je pense que la technique va prendre une autre échelle une fois qu'il aura peut-être maîtrisé le Kama, étant donné qu'il pourra créer ses armes faites de chakra, tu vois, les armes noires qu'utilisent les Otsutsuki. Mais là, ce serait monstrueux parce qu'il y aurait directement son chakra dedans et il pourrait se téléporter partout. Vraiment, l'éclair jaune de Konoha pourrait renaître. Comme le dira Kashin Koji, la connaissance, ça reste de la connaissance. Et même s'il sait le futur, sait comment fonctionne cette capacité, bah, il aura besoin d'entraînement. Et ce sera super dur. Et ça, c'est excellent de l'entendre. Parce qu'en réalité, c'est juste comme s'il lisait un manuel, donc un parchemin de la technique. Et là, il devait trouver le moyen de justement se l'approprier et de la réussir, tout simplement. Ok, il n'invente pas sa technique complètement, enfin même si c'est le lui du futur qui l'invente, mais ça marche quand même, ça montre quand même un énorme travail. Naruto a galéré à comprendre, à réussir à faire le Rasengan, on n'a pas dit qu'il était nul, on a dit qu'il était incroyable. Bah là aussi, c'est incroyable, en réalité, il est en train de suivre un guide, mais quand même, il doit s'entraîner, et on voit bien que c'est un génie, et je trouve que la scène, elle est géniale, parce que pendant qu'il est en train de dire ça à Kashin Koji, que ça va être dur, que l'entraînement va être éreintant et compagnie, bah tu vois que Boruto, il réussit directement à se téléporter, et c'est juste caché comme ça dans les dialogues, ça se trouve que t'as pas fait attention, mais je trouve ça juste génial de voir qu'ils commencent déjà à se téléporter alors qu'ils viennent juste d'en parler. Bon, et par contre, la seconde partie du chapitre sera la conversation d'Eida avec les filles, étant donné que Eida, en fait, c'est elle qui est en train de regarder cette scène du passé, et la transition, elle est toute faite parce que Kashin Koji va se dire que oui, Eida doit être en train de regarder, et voilà, transition toute faite. C'est vrai que ça marche assez bien, hein, ce style de transition, vu que Eida, elle voit un petit peu tout, et on va voir la conversation dans la Villa des Anges, comme j'aime à l'appeler, parce que ça me fume toujours que pour éloigner Aïda du village, ils l'ont mis dans une grosse baraque et tout, et que elle se retrouve entre filles, elles sont en train de parler comme ça, ok. En plus, il y a embrouille à propos d'un mec, si ça, c'est pas les anges. Puisque bien évidemment, Boruto s'est demandé si ce n'était pas mieux de dire la vérité à tout le monde, et qu'ils ont une information, des informations par rapport au futur, et donc qu'ils peuvent et doivent s'y préparer, sauf que ça augmente les chances que ce futur change si tout le monde commence à prendre ses dispositions, et donc ils perdent le pouvoir de voir le futur en réalité. Et je trouve que c'est super intéressant d'amener tout cela comme ça, et ça va même aller beaucoup plus loin, et c'est là que je vais trouver vraiment le chapitre génial, et c'est là où le chapitre vraiment il va briller pour moi, c'est qu'il va faire tout le lien même avec l'histoire de Naruto tout entière, le thème de Naruto. Parce que oui, donc à ce moment-là, Boruto il devient vraiment ce personnage tragique qui connaît le futur, qui sait les événements terribles qui vont arriver, mais ne peut pas le dire, un petit peu à la Eren Yeager, même si quand même je pense pas qu'il a vu des choses aussi atroces que Eren, mais quoique. Donc voilà, c'est une vraie tragédie dans le sens grec du terme, dans le sens où on sait qu'il y a une ironie dramatique, voilà, lui, par rapport à lui en tout cas, il sait ce qui va se passer, les choses terribles qui peuvent se passer, essaye de les prévenir, même si il semblerait que cela arrivera. Et en connaissant le futur, le problème c'est qu'il déraille du destin et devient donc une singularité. Lui et Kashin Koji en sont, et on en revient au thème principal de Naruto, la destinée. Kashin Koji, qui a ses visions, bien sûr se dit qu'ils doivent aider pour qu'ils aillent vers le bon futur. C'est ça leur devoir, mais pas totalement le changer non plus. Ils sont plus des guides que des acteurs, et c'est super intéressant, après avoir eu toutes ces questions de destinée dans Naruto, d'en arriver là. Singularité, destin, voilà. Ça y est, c'est la grande question de Boruto. Boruto, il est en plein dedans, alors que ça se fait totalement différemment. Il n'est pas lié à une prophétie ou quoi que ce soit, enfin, quoique avec Momoshiki, mais il voit le futur. Et là, c'est vachement intéressant. Vraiment, de plus en plus. Boruto, c'est ça, en fait. Tu peux pas dire que ça colle pas du tout avec l'univers de Naruto et compagnie, parce que dans les thèmes, dans les questionnements et compagnie, on est dans du Naruto à 100%. Même si ça se fait différemment, et donc on va les retrouver, les trois filles, dans leur réunion de petites parlottes autour d'un thé. Enfin, il n'y a pas de thé, mais ça marche un petit peu. Bref, Sarada veut aider Boruto pour qu'il ne porte pas le fardeau seul, et Sumire va alors questionner le fait que Boruto est une réelle liberté d'action ou non. Peut-être qu'il pourrait avoir ses raisons, il ne doit pas pouvoir dire ce qu'il pense, et elle dit qu'elle a des sentiments pour lui, et c'est là que ça va partir en cacahuète, et que Internet est devenu fou.
Bon, ça part en règlement de compte, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Je sais pas pourquoi j'étais là, mais j'étais en train de regarder, donc j'ai continué de regarder. Je suis désolé, mais voilà, Sumire elle somme parce que Sarada a sauté dans les bras de Boruto, mais quelle honte! On était dans une scène, mais juste lunaire, et franchement, ça m'a fait rigoler. Je m'attendais pas à lire ce genre d'embrouille dans Boruto, et ça me fait rire. Enfin bref, l'atmosphère était tendue alors que Sumire s'en allait, et que en plus, bien sûr, elle était gênée par le fait que Sarada l'appelle la représentante des élèves, la déléguée entre guillemets. Et en fait, peut-être que ça la gêne parce qu'on la voit comme juste une déléguée, mais peut-être encore plus alors que Boruto, quand il est revenu du village, il y a quelques chapitres, l'a aussi appelée la représentante des élèves. Ils ne l'ont même pas appelé par son vrai prénom. Oui, ça a dû lui faire du mal de ne pas être considéré comme une véritable personne. À deux doigts, je me suis dit, Sumire, là, pour une peine de cœur, elle va rejoindre les Shinju. Je suis sûr que c'est une traîtresse. Bon, d'accord, j'avoue, j'abuse, mais quand même, ça aurait été marrant qu'elle se rebelle à cause de ça. Alors que c'est vrai, c'est triste, personne l'appelle par son prénom à part Kawaki. Et dans la communauté, oui, ça a créé des débats interminables sur Hinata. C'était une reine, elle avait réussi à tenir bon, même si Naruto kiffait Sakura. Elle pétait pas un câble comme Sumire ici. Est-ce qu'elle essaye de faire en sorte que Sarada se sente mal en lui disant ça? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut la critiquer ou non? Et c'est parti en critique de Sumire en plan, enfin en gros débat, et franchement je sais pas quoi dire. Moi je trouve ça cool, ça apporte un petit peu de profondeur au personnage de parler d'autre chose que de la grande menace Shinju. Après c'est vrai que c'est un petit peu triste que Kishimoto nous écrive encore une fois les personnages féminins autour de relations amoureuses, mais bon, je vous avoue que j'ai foi en Himawari. Himawari pour moi c'est la lumière de ce manga au niveau des personnages féminins. J'y crois, enfin, je l'espère. Enfin bref, concluons ça en parlant bien sûr de Shikamaru, de la mission vers Suna, étant donné qu'on va voir le daimyo, et d'ailleurs c'est assez rare en fait de voir le dirigeant du pays du feu directement intervenir dans Naruto ou Boruto. Voilà, il ordonne de retrouver et de s'occuper de Boruto, les vieux qui sont menacés, mais vraiment je comprends pas pourquoi ils prennent pas leur retraite. Et bon, je vous le dis ici, mais c'est sûr que le daimyo, cette intrigue, elle va mener quelque part, peut-être qu'il va engager quelqu'un d'assez puissant pour traquer Boruto. Je sais même pas comment ce serait possible, mais pourquoi pas? Qui sait qui il connaît? Et Shikamaru va demander la situation de Suna à Eida. Shinku a été transformé en Ryu, bien sûr, et il allait bientôt ouvrir le seau pour atteindre le Kazekage. Et bon, là, elle avouera qu'elle regarde tout en décalé, étant donné que Bug, je vous rappelle, le vieux Shinju, donc, est extrêmement flippant. Et la voit quand elle regarde. Et donc, elle regarde en décalé toute cette histoire, elle ne regarde plus dans le présent, et je trouve ça juste génial qu'il y ait quelque chose pour contrer un petit peu son pouvoir qui était un petit peu trop cheaté au niveau de la récolte d'informations. Là, ça calme un peu les choses. Et Aida le dira, elle sait que Shikamaru a aidé Boruto, elle trouve ça cool. Kawaki est en trêve avec lui. Dans tous les cas, Shikamaru a compris que Kashin Koji est bien son allié, et une grenouille va sortir d'Eida pour lui parler. Et la grande question ici, c'est de savoir donc depuis quand Kashin Koji et Eida travaillent ensemble ou sont en relation. Après, ça on le verra sûrement par la suite. Lui dire que Shikamaru n'a pas le droit de poser de questions, c'est vrai que c'est assez compliqué cette histoire de futur dont les gens ne doivent pas être au courant pour garder les informations, mais c'est ça qui rend le tout intéressant. C'est un pas dans le vide, en fait, saut de l'ange, la pure confiance qu'ils doivent avoir en ses propos sur le futur, alors que c'est illogique. Et d'ailleurs, je trouve que c'est super intelligent d'avoir mis Shikamaru Hokage à ce moment précis, parce que, en fait, c'est le personnage le plus logique de tout Naruto, Boruto et compagnie, et donc le forcer à faire des choix du cœur alors que sa logique part autre part et que la logique de tout le monde part autre part, comme quoi Boruto normalement c'est l'ennemi et compagnie, bah, je trouve ça génial, ça rend le tout plus intéressant. C'est pas pour rien que c'est Shikamaru le Hokage là. Bref, Kashin Koji dira que Sarada, Konohama ou Mitsuki doivent aller à Suna et être aidés par deux shinobi du sable pour battre les Shinju. Himawari, elle, ne doit pas sortir du village car elle sera ciblée par Jura et tuée. Et c'est là que ça va être super intéressant parce qu'on va découvrir pourquoi Jura ne peut pas attaquer Konoha et pourquoi même ces Shinju n'attaquent pas Konoha. Et c'est là que ça devient aussi complètement barré, mais c'est d'autant plus intriguant en fait de voir ça. En vrai, c'est même plus intéressant de voir des ennemis comme ça. C'est parce qu'il est intéressé culturellement par Konoha. Parce que
il aime les ramen d'Ichiraku, ça se trouve. Donc bien entendu, les Shinju, c'est des personnages qui s'éveillent à une conscience, donc bien sûr qui sont intéressés même par les informations. Et s'il vient en librairie, en bibliothèque, il dira qu'à Shinkoji qu'il faut faire comme si tout était normal, pas de confrontation, car ils sont beaucoup trop forts en fait. C'est le fait qu'ils ne veuillent pas réellement énormément de problèmes qui fait que c'est gérable, mais sinon il pourrait décimer tout le monde. Et c'est là que Kashin Koji va remercier sincèrement d'avoir aidé Boruto, donc Shikamaru l'ait aiguillé, et ça c'est génial parce que ça montre bien qu'il y a une relation de sensei entre Kashin Koji et Boruto. T'as aidé mon élève, merci beaucoup, tu vois, ça c'est un petit détail mais ça fait plaisir, encore une fois Jiraiya Naruto. Et bien sûr c'est là qu'on va directement retrouver le village de Suna, enfin avec une transition avec le personnage de Sumire qui sait qu'il a encore une fois peut-être rejoint l'ennemi. Donc la team 7 Sarada avec son bandeau littéralement là sur les cheveux qui fait penser à Sakura, ça lui va assez bien. Yodo et Araya vont arriver et ils ont des infos qui viennent de Shikamaru, ou peut-être plus d'Eida. Dans tous les cas, là, ils les voient au loin, Ryu et Mitsuri, qui ont trouvé une grenouille et qui sont sur les pistes de Boruto alors qu'ils semblent se diriger vers le Kazekage. Et c'est vrai que pour le coup, un combat sans Boruto, sans Kawaki, sans les fortes têtes face à des Shinju, bah, j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Même si j'espère pour eux que Boruto va intervenir, mais j'ai très hâte de voir cette première partie de combat où normalement, ils seront seuls. Vraiment, ça, c'est le truc qui me hype là. Voir Mitsuki à fond sur un ennemi, enfin les effets du Mangekyo Sharingan de Sarada, mais que demande le peuple? Et peut-être être hypé par les ninjas de Suna. On le verra bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, revoir des informations sur le 4e Hokage, sur Namikaze Minato, voilà, le voir érigé en tant que grand-père modèle, tu vois, en l'honneur de son grand-père, il a nommé la technique, ça fait plaisir, voir son entraînement, la relation, même qui s'écrit Boruto, Kashin Koji, et tout ça, bon, peut-être les petites batailles amourettes et compagnie, on aurait pu s'en passer, mais c'est marrant au final. Alors moi j'ai apprécié ce chapitre, même si c'est juste du développement et que ça fera pas beaucoup de vues parce que c'est ça Boruto, il faut qu'il y ait un Boruto qui lâche un nouveau Rasengan pour que ça pète. Dans tous les cas, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.